recyclage en tant que tel. Ah, tout à fait. On part d'un organe mort, enfin biologiquement mort, pour lui redonner vie. Voilà, on utilise un aspect qui est encore sauvage, donc c'est cette structure qui est très complexe et donc qui nous permet ensuite de repeupler et d'obtenir quelque chose de fonctionnel. C'est un petit peu, on se rapproche du mythe de Frankenstein en disant ça. Je sais pas, parce qu'en fait c'est un peu hybride. Dans le mythe de Frankenstein, il y a des parties de différentes personnes. Là, en fait, l'idée, si on veut pousser le concept plus loin, c'est qu'on peut prendre cette enveloppe d'une personne décédée, donc l'enveloppe d'un organe, sortir les cellules, et en fait on peut, par exemple, une personne qui a besoin d'une greffe d'organes qui a peu de temps, on peut refaire des cellules souches à partir de cette personne, les différencier dans les différents types cellulaires nécessaires pour repeupler l'organe, et ensuite l'amener dans ce squelette. Donc la transplantation en fait se fait avec les propres cellules de la personne. Donc c'est du Frankenstein mais à moitié. Ouais. D'accord. On va rester sur la science finalement, puisqu'on sait que certaines personnes font don de leur corps à la science. Donc la science peut réparer les vivants via le don d'organes, on vient de l'aborder, mais il peut aussi servir plus généralement à la recherche. De quelle façon, Karim Sitayeb ? De quelles autres façons, puisque vous venez d'en aborder? Après, nous, c'est plutôt l'utilisation donc de... En fait, en biologie, on travaille beaucoup avec des modèles. Donc les modèles peuvent être des modèles animaux, des modèles cellulaires. Les modèles cellulaires, souvent, sont basés sur des cellules issues de tumeurs ou des cellules qu'on dit immortalisées, qu'on peut garder en culture suffisamment longtemps pour pouvoir étudier une maladie ou des processus physiologiques. Et en fait, le fait d'obtenir des organes qui ne peuvent pas être utilisés pour la transplantation nous permet aussi de dériver des cellules qu'on appelle des cellules primaires. Donc c'est des cellules fraîches qui gardent leur fonction pendant quelques jours mais qu'on ne peut pas maintenir dans le temps et qui nous permettent vraiment d'étudier des fonctions matures telles qu'on peut les avoir au niveau du corps humain. Donc y compris sur des organes qui ont du vécu, si je puis dire. Tout à fait, oui. D'accord, ou abîmés. Autre problématique assez récente, et probablement encore plus récente que toutes ces réflexions sur la mort, c'est celle de l'impact écologique de notre mort via l'inhumation ou la crémation. On a commencé à l'évoquer. L'explosion démographique, la raréfaction des terrains ou encore l'obligation de se débarrasser, même si le mot peut paraître un peu cru, de plus en plus de corps, a un impact sur notre environnement, un impact direct ou indirect. François Michonnerat, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail via vos présentations, voilà, l'impact environnemental de l'inhumation, de la crémation. Voilà, puisqu'on parle de recyclage, si on parle de recyclage, il faut parler de process. Et donc là, je vais faire appel à mon ancien métier d'ingénieur. Au début de ma carrière, et je fais partie d'un groupe au niveau européen qui s'appelle European Crematoria Network, où on a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et donc, quel est le process, par exemple, de la crémation ? Vous prenez un crématorium, donc un crématorium, il y a un appareil de crémation, des dispositifs de filtration, et puis une cheminée. Vous introduisez un corps d'un défunt moyen, 80 kg. Voilà. Au bout d'une heure et demie, vous avez des calcins, qui sont des ossements qui sont encore reconnaissables. On reconnaît un fémur, un occiput, etc. Tout ça, ça va être pulvérisé. Et vous allez mettre ça dans un petit pot de 2 litres de sang. Ce sont les cendres humaines. Exactement la même protection qu'un cadavre. Quelqu'un qui ouvre une urne et qui la jette, eh bien, c'est comme la violation de sépulture, 1 an d'emprisonnement. Et encore plus s'il y a une dimension religieuse derrière. Vous avez tout le monde terminant sa vie à des prothèses, d'abord dans la bouche, mais des prothèses de hanches, de genoux, etc. Et donc ce sont des métaux précieux qui sont recyclés. Et par exemple, à Paris, le crématorium du Père-Lachaise et celui de Champigny, ils recyclent un certain nombre de tonnes de métaux qui représentent 120 000 € par an. Tout ça, c'est reversé à une fondation qui finance des projets de recherche. Donc s'il y a des projets de recherche universitaires autour de la mort, on peut les financer grâce à ça.
Ensuite, naturellement, il y a des réactifs pour filtrer les fumées, parce que les fumées sont toxiques. Donc on va retirer dedans le mercure de l'amalgame des dents, les dioxines qui sont produits par les dioxines, les furanes, les NOx, etc. Donc tout ça, ça va être filtré, et donc on va avoir des déchets ultimes, dangereux, à traiter. Et puis, ce qu'on n'imagine en général absolument pas, c'est que 95% du corps va partir en fumée sous forme de H2O, CO2, CO, etc. Donc dans la cheminée. D'où la question que je disais tout à l'heure, hein, sur le plan symbolique. Il faut, en cours d'une cérémonie d'obsèques, il va falloir faire passer le cadavre qui est dans son cercueil, qui a une taille, enfin anthropomorphe, hein, comme, à l'urne funéraire dans laquelle il va être. Si on met au regard l'inhumation, on reprend le même cadavre qui pèse 80 kg, on va obtenir exactement le même résultat avec des ossements qui vont être réduits. Ça prendra simplement un tout petit peu plus de temps, en général 3, 4, 5 ans, mais les Espagnols sont capables de faire ça en moins d'1 an, en mettant dans le cercueil des petites bactéries qui vont accélérer le processus de décomposition. Tout ce qui est prothèse, etc., va partir dans la terre, en général, n'est jamais récupéré. Donc c'est de la pollution et c'est du gâchis de ressources. Donc, petite parenthèse, je me permets de vous interrompre, sur les prothèses, les vis, etc., c'est ne prélevé que dans le cas de la crémation. En amont de la crémation, on est bien d'accord? Non, c'est en aval de la crémation. C'est-à-dire que la crémation se produit, on obtient d'un côté les ossements, comme ça, et puis sur la sole du four, on a la prothèse de hanche. Une prothèse de hanche, c'est long comme ça, hein, donc dans tous les cas, on va pas la mettre dans l'urne, on va pas la rendre aux gens, donc c'est valorisé autrement. Et puis, donc il y a les produits de la décomposition du corps, qui sont assez toxiques, qui risquent d'aller dans les nappes phréatiques, etc. Et vous avez naturellement du CO2, du méthane et du CH4, hein, du méthane, c'est les feux follets des cimetières qui vont partir. Voilà, 2 modes de sépulture, les 2 seuls actuellement autorisés en France, vus d'un point de vue écologique. Alors ces 2 procédés, hein, excusez-moi, Miguel, vous voulez... Oui, non mais c'est intéressant. Juste, ça m'a fait réagir le mot cadavre, parce que dans les interviews dont je parlais juste avant, quand on allait tendre le micro aux soignants dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et qu'on leur demandait comment ils nommaient la personne après le décès, aucun n'a employé le mot de cadavre. Et ils continuent à l'appeler par son nom, c'est assez amusant. Ou alors, ils disent le défunt, mais dès lors qu'ils s'adressent à la famille, ou même lorsqu'ils parlent entre eux, ils donnent encore le nom, madame un tel, monsieur un tel. C'est-à-dire qu'ils restent de l'humanité même après la mort. Et là, j'en vois pas beaucoup. Oui, vous avez raison, on dirait un processus industriel. Mais c'est en quelque sorte un processus industriel. Alors, j'ai une autre question, je peux poser une question. Est-ce qu'on n'a pas tendance à favoriser la crémation, justement, pour récupérer tous ces prothèses? Non. Il y a d'abord sur le plan éthique, et ça c'est un point important, même si la réglementation ne dit rien actuellement en France, il nous a semblé toujours évident, et il semble évident que ça doit être, que la récupération des métaux, et notamment l'argent qu'on peut en tirer, doit être non lucratif. C'est-à-dire que pas une entreprise privée qui peut s'approprier ce genre de choses. Et c'est pour ça que au service funéraire, dans la société d'économie mixte que je dirigeais, on avait créé une fondation. L'intégralité des sommes sont versées à cette fondation et qui a un comité exécutif qui est sous égide de la Fondation de France et qui finance que des recherches ou des... Ces 2 procédés que vous venez de nous étudier, c'est donc des procédés légaux, l'inhumation, la crémation, qui sont en tant que tels énergivores d'un point de vue méthode. Le corps, vous nous l'avez expliqué, le corps enterré par sa décomposition, les produits qu'on y injecte pendant l'embaumement, avant la mise en bière et pendant la thanatopraxie, mais aussi donc les prothèses qu'il peut comporter sont des polluants. Et la question des conservateurs pendant l'embaumement, elle est relativement primordiale finalement, puisqu'elle empêche les corps de se décomposer aussi vite qu'ils le devraient, non? Alors, sans doute,
il n'y a actuellement à ma connaissance, aucune étude scientifique qui a été faite sur le ralentissement de la décomposition des corps dû, alors, aux conservateurs qu'on avale en permanence dans notre nourriture, et puis 2, aux soins de conservation qui sont faits et qui théoriquement ne devraient plus être efficients au bout de 15 jours, 3 semaines. Dans la pratique, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais ça serait justement, enfin je pense que ce serait un sujet de doctorat qui serait assez amusant. Et ben voilà, le message est lancé, si ça intéresse quelqu'un ou quelqu'une. Du coup, alors une fois qu'on a dit ça, quelles sont les alternatives écologiques, si je puis dire, à la crémation et à l'inhumation? Alors en France, il n'y en a pas. Mais il y a un certain nombre de techniques qui sont explorées ailleurs à l'étranger. Voilà, c'est juste ça. Il y a là par exemple la résomation. La résomation, c'est un procédé qui est autorisé au Canada, aux États-Unis, qui a été pratiqué en Écosse, qui va être autorisé sans doute aux Pays-Bas très prochainement et qui est étudié sérieusement en France. C'est un des sujets dont on discute au ministère de l'Intérieur, hein, même si c'est pas tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a une sorte de grosse cocotte minute, puisque c'est les sous-pressions dans lesquelles on met le corps avec de la soude, de la potasse. Toutes les chairs, c'est du desktop, hein, en gros. Le corps est dissous, et qu'est-ce qu'on récupère? Mais comme dans l'inhumation, comme dans la crémation, on récupère des ossements qu'on va sécher et qu'on va pulvériser. Et vous voyez, le promoteur du procédé est extrêmement content de ce qu'il obtient. Les os sont vraiment tout blancs, c'est magnifique. Voilà, donc, le traitement de la matière organique, il reste quelque chose ou... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand il avait présenté son procédé il y a une dizaine d'années, donc il présentait ça, c'est un Écossais avec son accent, et en racontant qu'il obtenait une sorte de Lawrence Joyce, et lui dit qu'est-ce qu'on en fait de Lawrence Joyce, et aux égouts. Là, c'était un peu court et il s'était aperçu au regard des réactions qu'il avait eues qu'il fallait faire autre chose. Donc maintenant il y a un petit dispositif d'épuration avant d'obtenir d'un côté de l'eau, de l'autre côté des matières organiques qui peuvent être utilisées comme engrais, etc.